I've seen things you people wouldn't believe. Salut les internets. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin Alternative. Alors, comme d'habitude, on va voir ensemble la fin alternative d'un film. Et cette semaine... Bon, ok, j'ai menti. Yes. Je vous ai dit que cette vidéo serait un épisode de fin alternative normal, mais il sera tout sauf normal. Pourquoi? Je vais vous le dire. Tout simplement car je ne pouvais pas parler de la fin alternative sans vous parler des 8 versions du film. Mais également les 3 autres fins écrites qui n'ont pas été filmées. Donc cet épisode va être également un épisode de coupe de directeur, l'émission sur les director's cut de films. Et en plus de ça, la fin considérée comme alternative aujourd'hui, c'est la fin sortie au cinéma. Car oui, Blade Runner, c'est un sacré bordel. Ah oui, je vous l'ai pas dit, c'est de Blade Runner dont on va parler. On va voir ensemble ces différentes fins, que ce soit les versions qui ont été filmées ou non. Pourquoi et comment elles se sont retrouvées à l'écran, qu'est-ce qu'elles apportent, et puis je vous dirai une fois de plus laquelle je préfère. Alors, pour plus de clarté, on va considérer exceptionnellement que la fin officielle est celui de la Final Cut, version du film sortie en 2007. Et d'ailleurs, c'est cette Final Cut que Netflix diffusera à partir du 2 juin. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est une longue histoire, qu'on va aborder de manière chronologique en laissant les versions non filmées pour la fin de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et voudraient savoir par quelle version commencer, regardez la Final Cut. Elle est très bien, et c'est la version la plus fidèle à la vision de Ridley Scott. Puis revenez voir la suite de la vidéo pour découvrir qu'est-ce qui a amené à cette version. Je vous dis ça dès maintenant car il est temps de lancer l'alerte spoiler. Donc retournons à notre histoire. Et cette histoire commence au début des années 80. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est les années 80, allez voir ma vidéo sur Top Gun à 6 minutes 02. Lien en description. Et on commence avec la Workprint Prototype. La toute première version proposée est appelée Workprint Prototype. Elle fut montrée en mars 1982 lors des projections test, encore elle, à Denver et Dallas. Les principaux changements sont la définition de Replicant au début du film qui est un peu torchée, l'introduction expliquant l'histoire des Replicants est absente, il n'y a pas de rêve de la licorne et la fin est différente. Lorsque Batty meurt, les plans choisis sont différents. Il y a notamment un plan filmé de plus loin, et la voix off de Harrison Ford a été rajoutée. I watched them die all night. It was a long, slow thing, and he fought it all the way. He never whimpered, and he never quit. He took all the time he had as though he loved life very much. Every second of it, even the pain. Then he was dead. Ensuite, le film se termine sur la scène de l'ascenseur, laissant le public en suspens. Et c'est cette version prototype qui a lancé le gros bordel. Les retours du public furent mitigés. Certains ne comprenaient pas la fin, et alors le studio a un peu paniqué. Il a décidé de faire plein de changements dans le film, et a pas vraiment laissé le choix à Ridley Scott, qui pourtant a proposé des solutions, notamment re-shooter la fin du film, mais on lui a dit non, ça coûte trop cher, et on va pas dépenser plus pour ce film. C'est un point très important, on va revenir là-dessus ensuite. Il faut savoir qu'il y a une grande différence juridique entre la France et les États-Unis. En France, c'est la démarche artistique de l'œuvre qui est primordiale juridiquement. Ainsi, la Final Cut appartient au réalisateur. Aux États-Unis, la Final Cut appartient à celui qui a fait le chèque. C'est son argent, donc c'est son film. C'est trop long de débattre de ses choix, on va pas le faire maintenant, mais aucun des deux n'est parfait. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est à cause de cette différence, mais vous remarquerez que le César du meilleur film est remis au producteur et au réalisateur, alors que l'Oscar du meilleur film est remis uniquement au producteur. C'est une logique que l'on retrouve également dans le sport collectif. En Europe, quand une équipe gagne un titre, c'est le capitaine qui soulève la coupe. Aux États-Unis, c'est le propriétaire de la franchise. Et c'est comme ça qu'arrivèrent les 3 versions suivantes. L'avant-première de San Diego. Ce montage a été proposé qu'une seule fois. On va pas s'éterniser dessus. Il reprend la version cinéma du film, mais avec 3 scènes en plus, que l'on n'a jamais revues par la suite. Certains pensent qu'il n'existe plus de copie en état exploitable de ces scènes, et ça expliquerait pourquoi on n'en a plus jamais entendu parler. La version cinéma US. On arrive à la première version officielle du film. Le texte d'introduction du film a été refait pour ressembler à la version actuelle. La voix off de Harrison Ford a été rajoutée à plusieurs reprises, 13 fois quand même, afin d'expliquer le film. Et le principal changement, c'est sa fin. Là où la première version se finissait avec l'ascenseur, ici, une scène supplémentaire a été rajoutée ensuite. On va en parler, mais avant, la voici. Gaff had been there and let her live. 4 years, he figured. He was wrong.
Tyrell had told me Rachel was special. No termination date. I didn't know how long we'd have together. Who does? Cette version est aujourd'hui appelée Happy Ending, car elle finit avec un happy ending. Comme on l'a vu plus tôt, les producteurs ont eu peur de la réaction des spectateurs lors des projections tests. Ils ont donc exigé de modifier la fin pour qu'elle soit plus compréhensible. Ridley Scott et Harrison Ford ont alors joué le jeu. Ils ont proposé de rajouter des scènes afin d'expliquer la vision du réalisateur. Mais le studio a refusé, prétextant qu'il était hors de question de dépenser plus d'argent pour retourner des scènes et que les explications seraient faites par voix off. Ils ont juste tourné le plan dans la voiture avec les deux acteurs principaux et forcé Harrison Ford à dire ce texte en voix off, car il n'avait pas le choix selon son contrat, alors qu'il protestait car l'idée était mauvaise. Et pour ne pas dépenser plus, cette fin fut tournée sans Ridley Scott, sympa, et les plans de survol des montagnes sont en fait des stock shots de Shining. Les mecs se sont vraiment pas fait chier. Donc si on résume, à la réalisation il y a Ridley Scott, le mec qui vient de faire Alien, qui reprend un best-seller de Philip K. Dick, l'un des auteurs de science-fiction les plus célèbres et dont les adaptations ciné ont le plus marché, même si c'est vrai que ces adaptations arrivèrent après Blade Runner. Dans le rôle principal, t'as Harrison Ford, l'acteur le plus bunkable d'Hollywood, dont les deux derniers films étaient Les Aventuriers de l'Âge perdu et L'Empire contre-attaque. Scott et Ford proposent des changements au montage et le studio les envoie se faire foutre et préfère sortir une voix off grattée par je ne sais quel mec du marketing en 5 minutes. Comment on peut prendre une décision aussi stupide ? L'argument de merde « Oh mais ça coûte de l'argent », ça tient pas une seconde. Ton film, il a forcément moins de chances de marcher avec une fin torchée avec le cul. Elle est très distinguée. Certains pensent que Ford a également fait exprès de saboter la voix off afin qu'elle ne soit pas retenue, mais il a toujours démenti, disant simplement qu'il était nul car on ne lui a donné aucune indication de jeu. On lui a juste demandé de lire un texte devant un micro. On en est à ce niveau d'amateurisme, pour des gens qui ont Ford et Scott sous contrat quand même. Je pense que vous aurez compris que c'est pas vraiment ma fin préférée, et qu'elle illustre parfaitement les problèmes de production de certains films lorsque les décideurs ont peur que le public soit trop stupide pour comprendre, et pensent que ne rien dépenser, c'est être un bon gestionnaire. En général, quand on additionne les deux, ça finit mal. Bref, à l'époque, le film a quand même réussi à être culte malgré sa fin bâclée, ce qui est un exploit mais entièrement mérité vu la génialitude du film, et je suis sûr que ce terme existe. Version suivante. Version cinéma international. Elle reprend le montage de la version américaine du film, mais avec 3 scènes plus violentes. Vous trouverez en description un lien montrant les différences entre les deux versions. C'est ce montage plus violent qui sera repris dans les versions Director's Cut, mais également dans les VHS distribués aux États-Unis. Version télé 1986. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, fut un temps, pas mal de films étaient remontés pour leur version télé, afin d'avoir un format adapté aux cases télé, mais surtout pour les problèmes de censure. Parmi les changements pour Blade Runner, on peut noter que le texte d'introduction n'est plus dit par Harrison Ford, mais par une voix random. Pourquoi ? Bonne question. Certains passages ont été également censurés, sinon ça serait pas drôle. Les plans avec les tétons de Zora ont été coupés, et certaines phrases ont été modifiées. Don't be an asshole, Deckard. Devient Don't be an ass, Deckard. Ce qui est intéressant à analyser, puisque cela permet de comprendre que parler de cul à la télé est autorisé, mais parler de trou du cul par contre, c'est interdit. Il y a des limites à la décence, voyons. Et on rigole pas avec Jésus également. Ça me fait pas rire du tout. Les mots Christ et Goddam ont disparu de leurs phrases respectives. Ah, et puis dans la phrase I want more life fucker, je vous laisse deviner quel mot disparaît. La mort de Tyrell est plus courte, tout comme le combat entre Pris et Deckard. Certains disent que dans cette version, Harrison Ford n'est pas un replicant. Mais en fait, c'est pas vraiment dans le film que l'on voit ça, c'était dans la publicité qui annonçait le film. He's human, they're not. Et à mon avis, c'est plus une décision maladroite du marketing qui a rien compris au film qu'un vrai choix artistique. Donc bon, mettons tout cela de côté, la prochaine version est bien plus intéressante. Version fausse Director's Cut 1990. En octobre 1989, Michael Herrick, un restaurateur de films, ce qui veut dire qu'il remet en état les bandes usées de vieux films, ne vous inquiétez pas, il ne mange pas les bobines, cherche des séquences de Gypsy, Vénus de Broadway. Et au milieu des archives, il tombe sur une version de Blade Runner différente de celle sortie au cinéma. Il ne le sait pas, mais il s'agit en réalité d'une version de travail du montage, une sorte de brouillon. Le Cineplex Odeon Fairfax Theatre apprend la nouvelle. Il décide de projeter le film lors d'un festival et pour cela demande l'autorisation de la Warner Bros. Warner Bros trouve l'idée excellente et sans vérifier de quelle version il s'agit, décide d'organiser d'autres projections aux États-Unis, le film étant depuis sa sortie devenu culte. Et au calme, afin de faire le buzz, ils intitulent cette version Director's Cut.
sans même en parler à Ridley Scott. Do I give a fuck? Sauf que très vite, ça se voit que c'est une version pas finie du tout, donc ça semble très bizarre qu'elle ait été validée par le réalisateur. Ridley Scott l'apprend, explique qu'il s'agit d'un brouillon, qu'il n'a jamais validé sa diffusion, qu'il manque une scène importante, que le montage n'est pas terminé, pas propre du tout, et que ça ne respecte absolument pas sa vision du film. Embarrassing. Le climax n'a même pas la bonne musique, ils avaient utilisé un morceau de la planète des singes en attendant d'avoir le thème de Vangelis. Quand mes mains se souviennent de ces moments si forts. Les projections commencent à être annulées, sauf que Warner Bros réalise qu'il y a un énorme engouement autour du film. Ils décident donc de faire une nouvelle version. La Director's Cut 1992. Cette fois-ci, Ridley Scott a enfin son mot à dire. Il était temps au bout de 10 ans. Il va travailler sur cette nouvelle version avec Michael Herrick, le gars qui est tombé sur la version précédente. Pour les changements principaux, adieu la voix off. Par ailleurs, le rêve de la licorne est enfin montré. Ridley Scott a démenti qu'il s'agissait d'un stock shot du film Legend, et cette scène change beaucoup de choses puisqu'elle fait le lien avec la licorne en origami, indiquant que Descartes serait un réplicant. La scène a été tournée avec des plans de Descartes en plus, mais les rushs étaient en mauvais état, et Scott a dû se contenter de la licorne pour le montage. Et l'autre grand changement, c'est le retrait de la happy ending. Happy endings are just stories that haven't finished yet. Le film se termine sur la scène de l'ascenseur, comme lors des projections test. Ah, et dernier ajout important, après la mort de Roy, Gav sort à Descartes, mais es-tu sûr d'être un humain ? Questionnant clairement la nature du personnage. Ce qui à mon goût manque quand même un peu de finesse. Et d'ailleurs, c'est la seule version avec cette question qui sera tirée lors de la version suivante. La Final Cut 2007. Et on arrive enfin à la version finale et officielle du film. We finally meet. 25 ans après, elle est enfin sortie. Alors, pourquoi une nouvelle version ? Eh bien, Scott n'était pas pleinement satisfait de la Director's Cut. Il manquait de temps et d'argent pour la faire en 92, et était en plus occupé par Thelma et Louise. Donc il décida de sortir en 2007 une version définitive appelée Final Cut. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans ? Eh bien, déjà, adieu la question de gaffe. Ensuite, le rêve de la licorne est enfin visible en entier, et il y a eu quelques modifications esthétiques. Cette scène fut retournée sur fond vert avec l'actrice pour que son visage soit ajouté à la place de celui de la cascadeuse. Cette scène avait la voix décalée par rapport au mouvement de la bouche, sûrement car la voix a été rajoutée en post-prod, et donc la bouche a été rejouée sur fond vert pour être incrustée sur la scène d'origine. Cette phrase est particulièrement mal tournée. Et dans le rôle de la bouche, ce fut le fils d'Harrison Ford, à qui on a rajouté une fausse cicatrice pour ressembler à papa. Il y a plein d'autres détails, le plus connu est certainement la colombe qui s'envole dans un décor qui ressemble enfin à l'univers du film. Il y a aussi Bryant qui dit que 2 réplicants ont été tués au lieu d'un seul, 2 of them got fried running through electrical fuse. et plein d'autres trucs. On va pas tout détailler, ça durerait une plombe, et ce sont des ajouts vraiment mineurs. La fin reste la même que la version précédente. Le film finit sur la scène de l'ascenseur, comme c'était le cas lors des projections test de 1982. Et voilà, on a fait le tour des différentes versions du film. Enfin, comme je suis sympa, allez, je vous en mets une bonus. La Early Cut 1981. La toute première version du montage est appelée Early Cut. Elle est moins connue, car elle n'a été diffusée qu'à l'équipe de production du film, et n'a jamais été dévoilée depuis. Et cela peut se comprendre, en plus d'être un brouillon loin d'être achevé, cette version dure presque 4 heures. Seems a bit long. Voilà, ça c'était gratuit, passons maintenant à votre partie préférée. Quelle version est-ce que je préfère ? Et là, pas de suspense, hein. La Final Cut est bien au-dessus. Mais le plus important n'est pas là. Le plus intéressant, c'est de voir le cheminement qui a amené à cette version. De voir ce que la panique d'un studio peut amener comme conséquence. Heureusement, le film n'a pas été massacré, mais ça aurait pu très mal finir pour lui. D'ailleurs, à l'époque, au box-office, ses résultats furent très mitigés. Et comparer la Final Cut avec les Workprints est un exercice très intéressant, à réserver quand même à ceux qui sont vraiment accros au montage ou aux techniques de réalisation. Car à travers les choix et durées des plans modifiés, on y voit les hésitations du réalisateur, les tests qu'il a pu faire pour chercher le rythme, chercher le sens de son histoire. Ça montre à quel point le montage est important, et un réalisateur avance avec tâtonnement. Un film continue sa création après l'écriture du scénario, que ce soit au montage ou lors du tournage. Pour vous montrer un exemple du tournage, le fameux monologue de Batty à la fin du film a été en partie improvisé. Ça c'est connu. Mais quand on regarde les différences avec la version du scénario, ce qu'apporte le comédien, c'est toute la poésie du personnage. Dans le monologue d'origine, il est froid. Il parle de choses concrètes qu'il a vues, comme une machine. Avec le changement, le réplicant montre qu'il peut faire de la poésie, de l'art, qu'il a atteint un point de conscience équivalent à celui de l'homme. Et le culte autour du film doit énormément à ce changement. Et finalement, cette histoire s'est bien finie puisque là où d'autres réalisateurs n'ont jamais eu leur mot à dire, Ridley Scott a pu avoir sa vraie Final Cut. Et ça, c'est la vraie happy ending de Blade Runner.
Et pour vous éviter de me poser la fameuse question en commentaire, je vais y répondre dès maintenant. Est-ce que Descartes est un replicant ? Eh bien, je n'en sais rien. Et c'est très bien comme ça. Ce mystère donne de la force au récit. Et d'ailleurs, replicant ou humain, les deux ne me dérangeraient pas. Si c'est un replicant, cela veut dire qu'il est difficile pour lui et le spectateur de le savoir. Ce qui montre que la frontière entre l'homme et la machine est trouble, que les replicants peuvent avoir autant de sentiments que nous. Et s'il est humain, eh bien c'est très fort aussi. Car cela veut dire que Batty épargne un humain. Et qu'en plus de la poésie, il est capable de tolérance et de pitié, là où les hommes ne l'auraient pas épargné. Et n'hésitez pas à dire en commentaire quelle est votre vision, bien évidemment. On vit tous cette œuvre d'une manière particulière, alors ouvrez votre cœur et tapotez sur votre clavier. Bon, et comme vous avez été sympa de rester jusqu'ici, et qu'en plus vous avez mis un pouce bleu à la vidéo, voici en bonus 3 fins alternatives de Blade Runner qui ont été écrites mais pas validées par le tournage. Vous trouverez en description un lien vers l'article sur lequel je me suis basé pour cette partie sur le site dickens.fr. Fin alternative bonus 1. Descartes et Rachel s'enfuient. Ils profitent des joies de la vie dans une campagne enneigée. Et là, paf pastèque. Paf pastèque. Descartes tue Rachel et finit en méditant, dont la traduction est 2 mois. Donc soyez indulgents, j'ai fait anglais LV2. Je me suis répété encore et encore que si je ne l'avais pas fait, il l'aurait fait à ma place. Je ne suis pas retourné en ville. Pas dans cette ville. Je ne voulais pas de ce boulot. Elle me disait que le grand avantage d'être en vie, c'était d'avoir le choix. Et elle a choisi. Une partie de moi en était presque contente. Pas car elle était partie, mais car de cette façon, il ne pourrait pas lui faire du mal. Comme pour Tyrell, il fut assassiné, mais il n'était pas mort. Pendant longtemps, je voulais le tuer, mais ça aurait servi à quoi ? Il y aurait eu tellement d'autres Tyrell à la place, mais une seule Rachel. Peut-être que le réel et l'IRL ne peuvent être séparés. Le secret ne fut jamais découvert. Mais avec elle, je m'en suis rapproché autant que j'aurais pu. Elle est restée avec moi pendant longtemps. Je crois que nous nous sommes rendus l'un l'autre réels. Bon alors, la partie sur la perception de la réalité est intéressante, un peu tirée par les cheveux, mais dans certaines situations, c'est pas désagréable de tirer les cheveux. Pardon, je m'égare. Je trouve quand même que le choix de la tuer, il est vraiment pas ouf. Je la tue car ils pourront pas la tuer. Super, bien joué mec. Non, clairement, ça fonctionne pas. D'autant qu'ils ont pas l'air d'être très pourchassés et sur le point de se faire attraper. Fin alternative bonus 2. Descartes et Rachel sont dans l'appartement de Descartes. Le capitaine Bryant débarque, mais Descartes lui dit « T'as des baskets, tu rentres pas ». Bryant n'ayant pas de baskets, il comprend que Descartes cache Rachel. Et il le prévient que Gaff est ambitieux. Et d'ailleurs, il surveille l'appartement. Descartes lui tire dessus, puis s'enfuit avec Rachel. Lassé de tuer, il quitte la ville avec elle et traverse un paysage dévasté. Il s'arrête sur une plage encombrée de carcasses de véhicules. Rachel y découvre la neige qu'elle n'avait jamais vue. Et elle jette du sable sur Descartes, car apparemment c'est fun. Mais il ne sait pas comment réagir, il est mal à l'aise. Rachel lui déclare alors que c'est le plus beau jour de sa vie. Puis, elle lui demande de la tuer. Il s'exécute, en l'exécutant du coup. Descartes reprend la route et une fois de plus, médite. C'était à présent trop tard. Il ne m'aurait jamais donné les papiers pour les colonies, même si je les avais voulus. Cela m'a fait me demander encore plus ce qu'ils faisaient là-haut. Je me demandais qui créait les gens comme moi. Quel choix ils avaient vraiment ? Et quel choix on pensait simplement avoir ? Descartes regarde son portefeuille, il contient une photo de sa femme et son fils. Je me demandais si je l'avais vraiment aimé, et lesquels de mes souvenirs étaient vrais, et lesquels étaient ceux d'un autre. Gros plan sur Descartes, le grand Tyrell ne m'a pas conçu, mais peu importe qui l'a fait, il n'a pas fait beaucoup mieux. Tu es aussi programmé, m'a-t-elle dit, et elle avait raison. D'une certaine façon, j'étais un modèle de combat, et Roy Batty était mon plus jeune frère. Descartes regarde vers le ciel, fin. Bon, déjà, cette fin est plus bossée que la précédente, mais vous savez bien ce que je vais dire. C'est dommage d'avouer que c'est un replicant. S'il n'y a aucun indice dans le scénario, ça fait un putain de rebondissement. Mais l'ambiguïté de la version finale est bien plus intéressante à mon goût. Après, cette fin a l'avantage de pousser le spectateur à avoir de l'empathie pour les replicants à travers Descartes, puisqu'il comprend leurs problèmes existentiels. Donc, fin plutôt sympa, mais clairement pas au niveau de l'officiel à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez. Fin alternative 3. Descartes et Rachel sont dans l'appartement de Rachel. Il lui demande si elle l'aime et lui fait confiance. Elle lui dit que oui. Ils prennent alors leurs affaires et se dirigent vers l'ascenseur. Descartes voit un origami de licorne. Les deux amants roulent ensuite à travers la campagne. Dernière voix off de Descartes alors qu'un voyant clignote sur son tableau de bord. Je l'ai su sur le toit cette nuit-là. Roy Batty et moi étions frères. Des modèles de combat haut de gamme. Nous nous étions combattus dans des guerres dont personne n'avait encore rêvé. Dans des cauchemars que personne n'avait nommés.
Nous étions le nouveau peuple, Roy et moi. Et Rachel. Nous étions faits pour ce monde. Il nous appartenait. Crédit de fin, puis Dieu aide-nous. Alors là, je dis fin intéressante. On part sur quelque chose de complètement différent. Un putain de retournement de situation. J'aime beaucoup cette version. Cela montre ce qui va peut-être amener la perte de l'humanité. Histoire vue et revue, certes, mais après ce que les hommes ont fait subir aux Replicants, c'est assez intéressant. Avec en plus le twist autour de Ford, qui là par contre a un vrai intérêt. Après, cette fin désamorce toute la poésie du film. Donc certes, je la trouve cool et intéressante, mais je préfère la version finale. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'être resté jusqu'au bout, il est temps de faire le petit discours habituel. Pensez à vous abonner à la chaîne, le pouce bleu de l'amour, et ça ferait très plaisir à ma maman si vous partagiez cette vidéo. Et comme c'est bientôt la fête des mères, je dis ça, je dis rien. Pour vous remercier de votre générosité, voici une œuvre que j'espère vous apprécierez. Sur ce, à bientôt sur les internets.